Un trophée que Dakar refuse de lâcher, une cartographie dessinée sans consulter le principal intéressé, et des tensions diplomatiques en pleine ébullition entre deux nations qui la veille encore se juraient une amitié indéfectible. 3 fronts ouverts, un même épicentre et une interrogation incontournable pour quiconque suit cette saga de près. Rabat serait-elle en train de régler l'addition de choix stratégiques hasardeux lancés en parallèle sur trop de théâtres à la fois? Pour saisir ce qui se joue véritablement sous nos yeux, il faut remonter à la source. Lors de la 35e édition du tournoi continental africain, une scène inédite dans les annales de cette compétition a sidéré le monde du football. La sélection marocaine a quitté la pelouse en pleine finale, déclenchant une onde de choc dont les secousses continuent de se propager. L'argument avancé par le Maroc, un verdict arbitral jugé scandaleux. Or, la Confédération africaine et les juridictions sportives habilitées ont livré une toute autre lecture des faits. Aux yeux du droit sportif, abandonner un match ne constitue en aucun cas un acte de contestation recevable. C'est une infraction caractérisée aux règlements en vigueur, lesquels imposent de disputer la rencontre jusqu'à son terme et de réserver les griefs aux canaux officiels prévus à cet effet. Ce qui rend ce tableau particulièrement saisissant, c'est la convergence de 3 événements survenus en quelques jours à peine, orientés tous dans une direction identique. Le dirigeant de l'instance fédérale sénégalaise du ballon rond a réaffirmé de manière catégorique que la couronne continentale ne changera pas de main, brandissant des fondements légaux solides selon lesquels ce sacre demeure inattaquable, peu importe l'angle d'approche. Parallèlement, l'instance mondiale du football a administré à Rabat ce qui s'apparente à un désaveu institutionnel cinglant sur le dossier saharien. Quant au bras de fer maroco-sénégalais, il a franchi depuis longtemps les limites du rectangle vert, pour s'enraciner au cœur même des rapports bilatéraux entre ces deux capitales. La commission de discipline de la CAF a été la première à réagir en rendant une décision claire, confirmant que le résultat ne serait pas modifié, tout en imposant des sanctions à la Fédération royale marocaine de football. Cette décision aurait dû mettre fin à la controverse et replacer les choses dans leur cadre juridique. Mais ce qui s'est passé ensuite a été encore plus sujet à questionnement. La Fédération marocaine a fait appel auprès de la commission d'appel de la CAF dans une tentative de renverser la situation. Et cette commission a rendu une décision considérant le retrait comme une défaite officielle, ce que le Maroc a interprété comme une porte ouverte vers le retrait du titre au Sénégal et un nouveau tracé du paysage footballistique. Mais le Sénégal n'a ni gardé le silence, ni reculé. Le président de sa fédération de football a fait une déclaration décisive à l'agence de presse sénégalaise officielle, affirmant sans ambages que sur le plan juridique, le titre ne peut être remis en cause, pas plus que la 2e étoile qui orne désormais le maillot de l'équipe nationale sénégalaise, ajoutant que le Sénégal reste champion d'Afrique et que la victoire a été acquise sur le terrain. Ces propos n'étaient pas simplement une défense affective d'un titre, mais une lecture juridique précise révélant que la partie sénégalaise possède une compréhension approfondie du parcours juridique et sait exactement où en sont les choses. L'argument juridique sénégalais repose sur un point fondamental qui a été occulté dans le tumulte médiatique. Lorsque la commission d'appel a rendu sa décision, elle a reconnu la possibilité de considérer le retrait comme une défaite, mais a simultanément refusé de se prononcer explicitement sur la question du retrait du titre ou de la restitution de la coupe et des médailles. Et cette différence fondamentale entre la condamnation pour défaite et le retrait du titre est le point décisif de toute l'affaire.
car la procédure juridique menant à la privation d'une équipe d'un titre dans un grand tournoi a des exigences et des conditions spécifiques qui n'ont pas été remplies dans ce cas. C'est précisément pour cette raison que l'affaire a été portée devant le tribunal arbitral du sport, ce qui implique un processus long et éprouvant aux résultats incertains. Le paradoxe frappant est que les médias favorables à Rabat ont traité la décision de la commission d'appel comme une grande victoire et le début du retour du titre, alors qu'une lecture objective de cette décision révèle exactement le contraire. Elle n'a pas contraint le Sénégal à restituer quoi que ce soit, ni privé son équipe nationale de quoi que ce soit, mais a seulement créé une base juridique sur laquelle s'appuyer lors de la phase de recours devant le tribunal arbitral du sport, sans aucune garantie de succès. Ce que le Sénégal sait parfaitement et dit clairement. Sur le plan diplomatique, le tableau est encore plus complexe et aux effets plus durables. La crise entre le Maroc et le Sénégal a depuis un certain temps dépassé les limites du terrain footballistique pour entrer dans la zone de crispation diplomatique avec toutes ses répercussions. Ce qui a particulièrement retenu l'attention, c'est la démarche marocaine visant à surmonter cette crispation en adressant un message de félicitations au président sénégalais à l'occasion de la fête de l'indépendance, dans un geste qui semblait être une tentative d'ouvrir un canal diplomatique discret pour remettre les relations sur les rails. Mais ce qui est venu dans la réponse sénégalaise était clair. Pas de cession sur la coupe, pas de fondement juridique à quelque revendication marocaine que ce soit. Et Dakar affirme à chaque occasion que les relations politiques et économiques sont les bienvenues et seront préservées, mais que le dossier sportif est totalement séparé et ne sera pas une carte de concession dans quelque équation que ce soit. Cette position sénégalaise recèle un niveau élevé d'intelligence diplomatique qui distingue entre le sport et le droit d'une part et les relations bilatérales d'autre part, sans laisser l'un ou l'autre des deux domaines comme carte de pression entre les mains de l'autre partie. Dakar n'est pas hostile à Rabat, mais refuse que toute relation soit construite sur la base d'une concession sur un droit acquis sur le terrain et reconnu juridiquement. La tension entre les deux pays a atteint à certaines phases un niveau portant des indicateurs inquiétants. Les rapports, évoquant des échanges d'accusations, des mesures diplomatiques réciproques et des campagnes médiatiques au plus haut niveau d'escalade. Et lorsque la tension entre deux États atteint le stade de l'évocation de mesures réciproques, cela indique de façon irréfutable que la blessure est plus profonde qu'une simple partie de football, et que le traitement nécessite une vision à long terme et non des analgésiques médiatiques temporaires. Cette escalade, précisément, affaiblit la position marocaine plus qu'elle ne la renforce, car ouvrir plusieurs fronts simultanément est l'une des erreurs tactiques les plus coûteuses en politique étrangère. La contradiction flagrante dans l'approche marocaine n'échappe pas à l'observateur attentif. D'un côté, Rabat tend vers la démonstration de bonne volonté par les canaux diplomatiques, et de l'autre, elle ne montre aucune flexibilité dans le dossier du titre et ne renonce pas à la voie juridique contraignante. Cette duplicité n'a pas échappé à la partie sénégalaise qui a lu les messages à double sens clairement et a répondu que la coupe restera à Dakar, quelle que soit la nature des relations politiques. La réponse à la question de savoir pourquoi le Maroc a choisi cette voie coûteuse réside dans la nature de la gestion de la scène intérieure. L'équipe nationale marocaine bénéficie d'un élan populaire considérable après les exploits réalisés ces dernières années, et toute reconnaissance de la défaite devant l'opinion publique interne sera comprise comme un échec méritant des comptes. C'est pourquoi le choix a été fait de transformer la défaite en bataille juridique et médiatique, faisant croire au public que l'affaire n'est pas encore réglée et que la coupe reviendra. Mais cette équation intérieure a un prix extérieur élevé, que la diplomatie paie jour après jour. Passons au deuxième dossier, qui semble au premier abord différent, mais qui constitue en réalité, avec le premier, une unité analytique intégrée. La position de la FIFA
concernant le Sahara occidental dans le contexte du dossier footballistique marocain est un miroir reflétant la contradiction profonde entre ce qui est promu diplomatiquement et ce que les réalités juridiques et institutionnelles consolident sur le terrain. Le Maroc œuvre depuis des années à utiliser le football comme outil pour renforcer son narratif souverain sur la région du Sahara occidental, en tentant de lier la région à la Fédération marocaine de football dans le cadre organisationnel de la FIFA et de la CAF. Cette stratégie repose sur la logique que la reconnaissance sportive internationale va consolider la position souveraine et la transformer en fait accompli, difficile à remettre en cause. Mais la FIFA, en tant qu'institution internationale traitant des dizaines de dossiers sensibles à travers le monde, n'accepte pas facilement de se transformer en outil de règlement de différends souverains non tranchés dans les cadres juridiques internationaux. Le statut juridique du Sahara occidental, du point de vue des Nations Unies, le classe toujours comme un territoire dont le statut n'est pas encore déterminé, une situation consolidée par des décennies de résolutions onusiennes appelant à l'organisation d'un référendum d'autodétermination. Ce qui approfondit cette problématique, c'est que le Maroc, en utilisant les stades pour servir le dossier souverain, se retrouve face à un paradoxe difficile. Il demande aux instances sportives internationales de consacrer implicitement une position politique sur laquelle il n'existe pas de consensus international. Et cette demande place ces instances dans une situation qu'elles évitent par leur nature institutionnelle. La réaction dans de tels cas est généralement de faire preuve de réserve et de renvoyer la question à ses voies juridiques appropriées, ce qui est précisément ce qu'incarne le message institutionnel adressé par la FIFA dans ce dossier. L'Algérie, dans tout ce contexte, maintient une position ferme et de principe, qui n'a pas changé et ne changera pas. L'Algérie soutient le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination sur la base des principes de la légalité internationale et des résolutions onusiennes qui constituent le cadre juridique internationalement reconnu pour résoudre ce conflit. Cette position ne vient pas d'une hostilité envers un peuple ou d'une animosité envers un État, mais découle d'un engagement profond envers les principes du droit à l'autodétermination dont l'Algérie elle-même fut l'enfant lorsqu'elle arracha son indépendance par les sacrifices et la lutte armée des griffes du colonialisme. L'Algérie, qui a vécu l'expérience du colonialisme et le sens d'un État imposant son emprise sur un peuple réclamant sa liberté, ne peut que se tenir aux côtés de tout peuple traversant une expérience similaire. Ce principe n'est pas un slogan cru, mais une constante bien ancrée dans la politique étrangère algérienne qui a résisté à d'immenses pressions et à des tentatives répétées d'amener l'Algérie à changer de position en échange d'avantages économiques ou diplomatiques. Et à chaque fois, la réponse fut la même. Les principes ne se vendent pas et ne s'achètent pas. Et le droit international n'est pas un outil négociable lorsqu'il contredit les intérêts étroits. La vérité que ces événements révèlent collectivement est que la conviction que l'on peut transformer le football en arme diplomatique efficace dans les conflits à caractère souverain est une illusion coûteuse. Le sport, par sa nature, est un domaine soumis à des lois strictes et à des institutions internationales qui n'acceptent pas facilement de glisser vers la logique politique étroite. Et lorsqu'une partie insiste sur cette voie, elle risque de perdre les deux domaines à la fois. Le domaine sportif, lorsque les tribunaux rendent leurs décisions selon le droit et non selon les intérêts et le domaine diplomatique, lorsqu'elles constatent que ses partenaires refusent de se laisser entraîner dans un jeu dont ils connaissent à l'avance le coût. Pour parvenir au tableau complet, nous devons nous élever au-dessus des détails de la crise pour voir le fil conducteur entre les trois dossiers. Ces dossiers révèlent tous un schéma récurrent reposant sur l'utilisation de la carte sportive
pour servir des objectifs souverains plus grands que sa portée, puis la confrontation avec la réalité internationale qui ne tolère pas cette instrumentalisation. Tenter de relier la coupe à l'identité souveraine a fait d'une défaite sportive quelque chose dont les conséquences diplomatiques et juridiques sont bien plus grandes qu'elles ne l'auraient été si elle avait été lue comme un résultat sportif ordinaire. Tenter d'utiliser la FIFA pour consacrer une position souveraine controversée a fait de la FIFA une partie dans un dossier où elle ne veut pas figurer. Et la crise diplomatique avec le Sénégal est venue comme conséquence directe du refus d'accepter un résultat sportif et de l'insistance à le transformer en bataille existentielle. Ces crises successives affaiblissent cumulativement la position marocaine dans le dossier de l'organisation de la Coupe du Monde 2030, qui est la carte la plus importante dans la stratégie marocaine à moyen terme. Le Maroc a besoin du succès de cet événement mondial pour présenter l'image d'un État stable et actif, capable d'accueillir les plus grands événements sportifs. Et comment parler d'un modèle d'hospitalité pour les grandes compétitions footballistiques alors qu'une crise s'embrase avec un pays africain frère à cause d'une coupe? Et comment promouvoir l'image d'un organisateur neutre alors que le dossier du Sahara occidental constitue un obstacle dans les processus organisationnels avec la FIFA? Ces contradictions constituent une lourde charge pesant sur les stratégies sportives et diplomatiques à la fois. Enfin, la région d'Afrique du Nord et de l'ouest du continent connaît aujourd'hui une redéfinition de la carte des alliances et des équilibres à un rythme qu'elle n'avait pas connu depuis de longues années. Les pays qui s'accrochent à leurs constantes et savent gérer leurs dossiers avec calme et sérénité sont ceux qui se positionneront le mieux dans la prochaine phase. En revanche, les pays qui gèrent leurs dossiers selon la logique des réactions médiatiques et de l'escalade intermittente se retrouvent dans un état d'épuisement cumulatif qui se répercute sur leur image et leur influence régionale. L'Algérie, dans ce paysage en mutation, comprend parfaitement que son pari sur les constantes de principe, la diplomatie silencieuse et la construction institutionnelle patiente est le pari le plus juste sur le long terme. Alors que les incendies s'embrasent en plus d'un endroit et que les calculs à court terme s'entrechoquent, la vision stratégique fondée sur les principes reste la plus capable de surmonter les tempêtes et d'en sortir avec de véritables acquis et non avec des victoires médiatiques éphémères qui fondent au premier test sérieux. En conclusion de cet épisode, nous dirons que le sport, lorsqu'il se transforme en champ de bataille plutôt qu'en pont de rapprochement, perd son âme et sa mission. Les États qui savent distinguer entre le domaine sportif et le domaine politique réussissent dans les deux, tandis que les politiques qui les mélangent risquent de perdre dans les deux domaines simultanément. Le Sénégal, ferme dans sa position, enseigne aujourd'hui cette leçon avec une clarté sans équivoque. La FIFA, avec sa position institutionnelle, confirme que la légitimité juridique internationale ne se remplace pas par des pressions et des manœuvres. Et l'ensemble de ces réalités forme une lecture qu'aucun observateur sérieux ne peut ignorer.